Bonjour. Aujourd'hui, on va attaquer la 9e satire de Boileau. Alors, il y a d'abord un petit texte du libraire au lecteur, mais je ne le lirai pas et je commencerai directement par la satire. C'est à vous, mon esprit, à qui je veux parler. Vous avez des défauts que je ne puis sceller. Assez et trop longtemps, ma lâche complaisance de vos jeux criminels a nourri l'insolence. Mais puisque vous poussez ma patience à bout, une fois en ma vie, il faut vous dire tout. On croirait à tout voir dans vos libres caprices discourir en Caton des vertus et des vices, décider du mérite et du prix des auteurs, et faire impunément la leçon au docteur, qu'étant seul à couvert des traits de la satire, vous avez tout pouvoir de parler et d'écrire. Mais moi, qui dans le fond sais bien ce que j'en crois, qui compte tous les jours vos défauts par mes doigts, je ris quand je vous vois si faible et si stérile, prendre sur vous le soin de réformer la ville. Dans vos discours chagrins, plus aigres et plus mordants qu'une femme en furie, ou Gautier en plaidant. Qu'une femme en furie, ou Gautier en plaidant. C'est bon. Mais répondez un peu. Quelle verve indiscrète, sans l'aveu des 9 sœurs, vous a rendu poète? Sentez-vous, dites-moi, ces violents transports qui d'un esprit divin font mouvoir les ressorts? Qui vous a pu souffler une si folle audace? Phébus a-t-il pour vous aplani le Parnasse? Et ne savez-vous pas que sur ce mont sacré qui ne vole au sommet tombe au plus bas degré? Et ne savez-vous pas que sur ce mont sacré qui ne vole au sommet tombe au plus bas degré? Et qu'à moins d'être au rang d'Horace ou de voiture, on rampe dans la fange avec l'abbé de Pur. Que si tous mes efforts ne peuvent réprimer cet ascendant malin qui vous force à rimer, sans perdre en vains discours tout le fruit de vos veilles, osez chanter du roi les augustes merveilles. Là, mettant à profit vos caprices divers, vous verriez tous les ans fructifier vos vers. Et par l'esprit du gain, votre muse animée viendrait au poids de l'or une once de fumée. Mais en vain, direz-vous, je pense vous tenter, par l'éclat d'un fardeau trop pesant à porter. Tout chantre ne peut pas, sur le ton d'un Orphée, rantonner en grands vers la discorde étouffée, peindre Bellone en feuillotonnant de toutes parts, et le Belge effrayé fuyant sur ses remparts. Sur un ton si hardi, sans être téméraire, Racan pourrait chanter aux défunts, Racan pourrait chanter aux défauts d'un Homère, mais pour Cotin et moi, qui rimons au hasard, que l'amour de blâmer fit poète par art. Quoiqu'un tas de grimaud vante notre éloquence, le plus sûr est pour nous de garder le silence. Un poème insipide et sottement flatteur déshonore à la fois le héros et l'auteur. Enfin, de tels projets passe notre faiblesse. Ainsi parle un esprit languissant de mollesse qui, sous l'humble dehors d'un respect affecté, cache le noir venin de sa malignité. Mais dussiez-vous en l'air voir vos ailes fondues, ne valait-il pas mieux vous perdre dans les nues que d'aller sans raison, d'un style peu chrétien, faire insultant rimant à qui ne vous dit rien, et du bruit dangereux d'un livre téméraire à vos propres périls enrichir le libraire? Vous vous flattez peut-être, en votre vanité, d'aller comme un Horace à l'immortalité, et déjà vous croyez dans vos rimes obscures aux sommets futurs préparer des tortures. Mais combien d'écrivains, d'abord si bien reçus, sont de ce fol espoir honteusement déçus? Combien pour quelques mois ont vu fleurir leurs livres, dont les vers empaquets se vendent à la livre? Je vais fermer la fenêtre. Et voilà. Se vendent à la livre. Où en suis-je? Où en suis-je? Où en suis-je?
je ne sais pas du tout où j'en suis. Si là, vous pourrez voir un temps vos écrits estimés, courir de main en main par la ville semée. Puis de là, tout poudreux, ignoré sur la terre, suivre chez l'épicier nœud germain et la serre, ou de 30 feuillets, réduits peut-être à 9, parés de mironger les rebords du Pont-Neuf. Le bel honneur pour vous, en voyant vos ouvrages occuper le loisir des laquais et des pages, et souvent dans un coin, renvoyés à l'écart, servir de second homme aux airs de Savoyard. Mais je veux que le sort, par un heureux caprice, fasse de vos écrits prospérer la malice, et qu'enfin votre livre aille, au gré de vos vœux, faire siffler Cotin chez nos derniers neveux. Que vous sert-il qu'un jour l'avenir vous estime, si vos vers aujourd'hui vous tiennent lieu de crime, et ne produisent rien, pour fruit de leurs bons mots, que l'effroi du public et la haine des sots? Quel démon vous irrite et vous porte à médire? Un livre vous déplaît, qui vous force à le lire? Laissez mourir un fat dans son obscurité. Un auteur ne peut-il pourrir en sûreté? Le Jonas inconnu sèche dans la poussière. Le David imprimé n'a point vu la lumière. Le Moïse commence à moisir par les bords. Quel mal cela fait-il? Pardon, quel mal cela fait-il? Ceux qui sont morts. Le tombeau contre vous ne peut-il les défendre? Et qu'on fait tant d'auteurs pour remuer leurs cendres, que vous ont fait Perrin, Bardin, Pradon, Hainaut, Colleté, Pelletier, Titreville, Quinault, dont les noms, en 100 lieues, placés comme en leur niche, vont de vos vers malins remplir les hémistiches. Ce qu'ils font vous ennuie? Oh, le plaisant détour! Ils ont bien ennuyé le roi, toute la cour, sans que le moindre édité, pour punir leurs crimes, retrancher les auteurs ou supprimer la rime. Écrive qui voudra, chacun a ce métier, peut perdre impunément de l'encre et du papier. Un roman, sans blesser les lois ni la coutume, peut conduire un héros au 10e volume. De là vient que Paris voit chez lui, de tout temps, les auteurs à grands flots déborder tous les ans. Et n'a point de portail où, jusques aux corniches, tous les piliers ne soient enveloppés d'affiches. Vous seul, plus dégoûté, sans pouvoir et sans nom, viendrez régler les droits et les tas d'Apollon. Mais vous, qui raffinez sur les écrits des autres, de quel œil pensez-vous qu'on regarde les vôtres? Il n'est rien en ce temps à couvert de vos coups, mais savez-vous aussi, comme on parle de vous? Gardez-vous, dira l'un, de cet esprit critique. On ne sait bien souvent quelle mouche le pique. Mais c'est un jeune fou qui se croit tout permis et qui, pour un bon mot, va perdre 20 amis. Il ne pardonne pas au ver de la pucelle et croit régler le monde au gré de sa cervelle. Jamais dans le barreau trouva-t-il rien de bon? Peut-on si bien prêcher qu'il ne dorme au sermon? Mais lui, qui fait ici le régent du Parnasse, n'est qu'un gueux revêtu des dépouilles d'Horace. Avant lui, Juvénal avait dit en latin qu'on est assis à l'aise au sermon de Cotin. L'un et l'autre, avant lui, s'étaient plaints de la rime, et c'est aussi sur ceux qu'il rejette son crime. Il cherche à se couvrir de ses noms glorieux. J'ai peu lu ses auteurs, mais tout n'irait que mieux. Quand de ces médisants, l'engeance tout entière irait la tête en bas rimée dans la rivière. Irait la tête en bas rimée dans la rivière. Voilà comment on vous traite. Et le monde effrayé vous regarde déjà comme un homme noyé. En vain, quelques rieurs, prenant votre défense, veut faire au moins de grâce adoucir la sentence. Rien n'apaise un lecteur toujours tremblant d'effroi, qui voit peindre en autrui ce qu'il remarque en soi. Vous ferez-vous toujours des affaires nouvelles? Et faudra-t-il sans cesse essuyer des querelles? N'entendrai-je qu'auteurs se plaindre et murmurer? Jusqu'à quand vos fureurs doivent-elles durer? Répondez, mon esprit, ce n'est plus raillerie. Dites, mais, direz-vous, pourquoi cette furie? Quoi? Pour un maigre auteur que je glose en passant? Est-ce un crime après tout, et si noir et si grand? Et qui, voyant un fat s'applaudir d'un ouvrage où la droite raison trébuche à chaque page, ne s'écrie aussitôt l'impertinent auteur,
l'ennuyeux écrivain, le maudit traducteur, à quoi bon mettre au jour tous ces discours frivoles et ces riens enfermés dans de grandes paroles? Est-ce donc là médire ou parler franchement? Non, non, la médisance y va plus doucement. Si l'on vient à chercher pour quel secret mystère, Alidor à ses frais bâtit un monastère. Alidor, dit un fourbe, il est de mes amis. Je l'ai connu laquais, avant qu'il fût commis. C'est un homme d'honneur, de piété profonde, et qui veut rendre à Dieu ce qu'il a pris au monde. Voilà jouer l'adresse et médire avec art. Et c'est avec respect d'enfoncer le poignard, un esprit né sans farce, sans basse complaisance, fuit ce ton radouci que prend la médisance. Mais de blâmer des vers ou durs ou languissants, de choquer un auteur qui choque le bon sens, de railler un plaisant qui ne sait pas nous plaire, c'est ce que tout lecteur eut toujours droit de faire. Tous les jours à la cour, un sot de qualité peut juger de travers avec impunité à Malherbe, à Racan, préféré Théophile, et le clinquant du tasse à tout l'or de Virgile. Un clerc, pour 15 sous, sans craindre le holà, peut aller au parterre attaquer Attila. Et si le roi des Huns ne lui charme l'oreille, traiter de Visigoth tous les vers de Corneille. Il n'est valet d'auteur ni copiste à Paris, qui la balance en main ne pèse les écrits. Dès que l'impression fait éclore un poète, il est esclave né de quiconque l'achète, il se soumet lui-même aux caprices d'autrui. Et ses écrits tout seuls doivent parler pour lui. Un auteur à genoux dans une humble préface, au lecteur qui l'ennuie a beau demander grâce. Il ne gagnera rien sur ce juge irrité qui lui fait son procès de pleine autorité. Et je serai le seul qui ne pourrait rien dire. On serait ridicule et je n'oserais rire. Et qu'on produit mes vers de si pernicieux pour armer contre moi tant d'auteurs furieux. Loin de les décrier, je les ai fait paraître, et souvent sans ces vers qui les ont fait connaître, leur talent dans l'oubli demeurerait caché, et qui serait sans moi que Cautin a prêché, la satire ne sert qu'à rendre un fat illustre. C'est une ombre au tableau qui lui donne du lustre. En les blâmant, enfin, j'ai dit ce que j'en crois, et tel qui me reprend en pense autant que moi. Il a tort, dira l'un. Pourquoi faut-il qu'il nomme? Attaque et chapelain. Ah, c'est un si bon homme. Balzac en fait l'éloge, en 100 endroits divers. Il est vrai s'il m'eût cru qu'il n'eût point fait de vers. Il se tue à rimer, que n'écrit-il en prose? Voilà ce que l'on dit. Et que dis-je autre chose? En blâmant ses écrits, ai-je d'un style affreux? Distillé sur sa vie un venin dangereux. En fait, quand on ne fait pas 12, on l'entend immédiatement. Voilà. Ma muse, en l'attaquant, charitable et discrète, c'est de l'homme d'honneur distinguer le poète. Qu'on vante en lui la foi, l'honneur, la probité, qu'on prise sa candeur et sa civilité, qu'il soit doux, complaisant, officieux, sincère. On le veut, j'y souscris et suis prêt de me taire. Mais que pour un modèle, on montre ses écrits, qu'il soit le mieux renté de tous les beaux esprits. Comme roi des auteurs, qu'on l'élève à l'empire, ma bile alors s'échauffe et je brûle d'écrire. Et s'il ne m'est permis de le dire au papier, j'irai creuser la terre et comme ce barbier, faire dire au roseau, par un nouvel organe, Midas, le roi Midas, a des oreilles d'âne. Quel tort lui fais-je enfin? Ai-je par un écrit pétrifié sa veine et glacé son esprit? Ai-je par un écrit pétrifié sa veine et glacé son esprit? Quelle musique! Quand un livre au palais se vante et se débite, que chacun par ses yeux juge de son mérite, que Bilène l'étale au 2e pilier, le dégoût d'un censeur peut-il le décrier? En vain contre le Cid un ministre se ligue,
Tout Paris pour Chimène a les yeux de Rodrigue. L'Académie encore a beau le censurer. Le public révolté s'obstine à l'admirer. Mais lorsque Chapelain met une œuvre en lumière, chaque lecteur d'abord lui devient un Linière. En vain il a reçu l'encens de 1000 auteurs. Bizarre ça, de 1000 auteurs. En vain il a reçu l'encens de 1000 auteurs. Non, ça marche. En vain il a reçu l'encens de 1000 auteurs.